Donc, bonjour à tous, il est 8h32, je vous propose de démarrer. Donc déjà, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième matinale du numérique de 2022. Euh, Nous aurons, lors de cette matinale, une introduction de la part de Pascal Lucas de Framatome et deux cas d'usage par EDF et Framatome qui vous seront présentés sur le thème la digitalisation au cœur de l'ingénierie système pour passer à l'échelle et gérer la complexité. Des sujets autour de la gestion des exigences, des interfaces, des modifications et de la configuration. Je vous rappelle que pour poser des questions, vous avez un petit module Slido sur lequel, si vous cliquez, vous verrez, vous avez un petit module Slido sur lequel vous pouvez poser des questions-réponses. L'ensemble des intervenants présenteront toute la présentation et seulement après, je relayerai vos questions-réponses. À chaque fois qu'il y a une question posée qui vous intéresse, vous pouvez voter pour cette question de manière à la mettre en éléments plus visuels et qui me permettront de sélectionner les questions à poser si je n'ai pas le temps de poser toutes les questions. Voilà, je vous rappelle que suite à ça, il y aura un webinar qui permettra, pardon, il y aura une vidéo qui sera reprise sur YouTube, côté Sven et côté JFen, et qui vous permettront de regarder à nouveau ce webinar. Et puis, à la fin de la séance, avant de partir, on vous proposera un petit sondage à faire en direct. Euh, Essayez de le faire juste avant de partir, ça nous permettra d'avoir un retour sur le fonctionnement de ces matinales. Voilà, après cette introduction, ce que je vous propose, c'est de passer la parole pour nous parler de cette digitalisation au cœur de l'ingénierie système avec Pascal Lucas de Framatome. Je vais présenter Pascal très rapidement. Pascal Lucas a donc plus de 31 ans d'expérience dans le secteur du nucléaire. Il a été en charge du programme des 6 sous-marins nucléaires Barracuda au sein de la DGA. Un sous-marin nucléaire, vous le savez, c'est un objet très complexe qui doit gérer de nombreuses interfaces externes ainsi que des contraintes fortes en termes de sécurité nucléaire et de sécurité de plongée. Ce type de projet nécessite de mettre en œuvre de façon robuste des méthodes d'ingénierie système. Pascal Lucas a rejoint ensuite Framatome et il est depuis 2020 le directeur de la standardisation et des programmes. À vous, Pascal. Pascal s'est malheureusement déconnecté. Il avait des soucis de connexion Internet, Corinne. D'accord. Eh ben, dans ces cas-là, ce que je vous propose, et j'espère qu'on retrouvera Pascal pour peut-être refaire sa partie d'intervention entre les deux présentations, c'est de passer directement à la première présentation donc présentation faite par Assystem et EDF sur l'intelligence artificielle au service de l'ingénierie des exigences. Alors nous allons avoir deux présentateurs, Francesco Vitillo qui a 10 ans d'expérience dans le nucléaire. Après une thèse au CEA s'inscrivant dans le cadre du projet Astrid, il a rejoint Framatome pour réaliser et piloter des études de sûreté sur le parc en exploitation. Et depuis 2020, chez Assystem, Francesco est responsable de l'équipe Data Science. Il sera accompagné par Jérémy Carion. Jérémy Carion a plus de 15 ans d'expérience dans le nucléaire. Il a passé une dizaine d'années en société de services informatiques, puis a intégré l'ingénierie d'EDF pour développer les outils de simulation neutronique. Depuis 2017, il contribue au déploiement de l'ingénierie système. Il pilote le lot numérique du projet de transformation des référentiels techniques EDF, avec notamment la mise en œuvre de l'ingénierie des exigences et la réalisation de la brique PLM 3D Expérience qui les accueillera. Il occupe actuellement le poste de responsable méthode ingénierie système. Jérémy et Francesco, je vous propose de partager votre présentation et donc nous sommes partis pour 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, est-ce que tout le monde voit bien les slides? Ouais, c'est- Parfait. Jérémy, je te laisse démarrer. Pas de problème, tu mets le premier slide.
Voilà, donc bonjour à tous. Comme l'a dit Corinne, je me présente à vous aujourd'hui en tant que pilote du lot numérique du projet RTI, donc référentiel technique de l'ingénierie. C'est un projet qui vise à faire vivre le référentiel technique de l'ingénierie EDF, qui est, comme vous le voyez sur l'illustration là à droite, un référentiel assez majoritairement documentaire pour le moment, qui est composé, qui se décompose en deux grandes parties. Donc, une partie qui est liée à la documentation de nos centrales en exploitation, donc les référentiels paliers, qui comportent au moins 1 million de documents, voire plusieurs millions. Et de l'autre côté, des documents qui sont plus à destination de l'ingénierie qui sont, eux, des documents à caractère générique, donc multipaliers. Et donc, dans le projet de transformation qui anime EDF depuis maintenant plusieurs années, parce que ça a démarré en 2017-2018, il y a une volonté de transformer petit à petit cette information qui est disponible en mode documentaire vers de la donnée, donc avoir une approche plus data-centrique pour progressivement améliorer notre maîtrise de cette information et gagner en capacité à la gérer correctement en configuration et s'assurer qu'on est bien toujours à l'état de l'art en termes de mise à jour. Et donc notamment, ça concerne particulièrement un sous-ensemble de ces documents qu'on appelle les documents noyaux durs, qui eux sont un très fort enjeu en termes de savoir-faire et de contenu technique. Et au sein de ces documents noyaux durs, donc, sur lesquels on a un engagement de mise à jour périodique très important, on a une collection de documents qui est plus particulièrement à enjeu, c'est la collection des cahiers de spécifications techniques, cahiers de règles techniques, qui rassemblent en fait des spécifications génériques applicables à l'ensemble des équipements qu'on va acheter et qu'on va déployer sur nos tranches. Et donc, effectivement, les spécifications qu'on met dans ces documents-là, elles ont un impact fort et assez direct sur les coûts d'achat de matériel qu'on achète pour construire nos installations, et donc de fait sur le prix de construction de nos installations, qui lui-même a un impact assez fort sur le prix de revient de l'énergie qu'elles vont générer. Donc le projet RPI, c'est un projet qui fait vivre un nombre assez important de documentation. On attaque la digitalisation sur les projets, enfin les documents sur lesquels il y a le plus fort enjeu en termes d'impact technico-économique. Si on peut passer au slide suivant. Donc la transformation, comme l'a dit Corinne, s'appuie en grande majorité sur l'ingénierie système. Et on voit qu'effectivement, c'est un des leviers global au niveau de la transformation EDF. C'est aussi un des leviers qui est mis en œuvre sur les référentiels, puisque à travers l'ingénierie d'exigence, qui est une composante de l'ingénierie système, on va vouloir améliorer finalement la clarté de nos spécifications et pouvoir également plus efficacement venir les challenger au point de vue technico-économique et s'assurer que en face de chaque exigence, on maîtrise bien la justification qui y est associée et l'impact technico-économique qu'elle peut avoir. Parce que ces spécifications, donc au format documentaire, elles existent pour certaines depuis le début de la construction du parc nucléaire, donc depuis les années 80, et elles ont, par effet de mise à jour successive, accumulé des strates de spécifications. Et donc l'idée, c'est de revenir aux besoins fondamentaux pour se redonner des marges en termes de gains économiques, tout en restant à l'état de l'art en termes de sûreté, évidemment. Et donc le deuxième pilier de la transformation, c'est
passer donc, du documentaire au data-centrique. Et comme l'a dit Corinne également, on va valoriser cette donnée à travers la mise en œuvre du PLM 3D Experience de Dassault Systèmes pour communiquer plus efficacement la donnée, la mettre en qualité, s'assurer que tout le monde utilise bien la même version de la donnée. Donc, pour nos spécifications, ça veut dire une meilleure maîtrise de l'exigence qui va après pouvoir suivre la chaîne de valeur en étant communiqué plus efficacement au prescripteur qui va utiliser l'exigence pour rédiger son cahier des charges pour acheter un matériel. Et ensuite, les gens qui vont avoir à surveiller le respect des exigences au moment de l'installation, de la fabrication du matériel tout au long du cycle de vie. Et le dernier levier de transformation, c'est la standardisation et la digitalisation de nos processus et faire en sorte que au sein de l'ingénierie nucléaire, tout le monde applique les mêmes processus standardisés. Et donc, ça veut dire, et c'est un préalable également aussi à la mise en œuvre du PLM, de remettre à plat les processus pour qu'ils puissent être compatibles avec la numérisation de tout ou partie. Et donc, si on en revient précisément à la problématique du référentiel, en fait, on avait un objectif qui nous avait été donné par le plan Excel, donc d'amélioration de la compétitivité de la filière nucléaire, qui était d'avoir transformé au moins 75% des spécifications techniques en ingénierie d'exigence à horizon de fin 2020. Pour pouvoir démarrer notamment les premiers appels d'offres pour la génération EPR2. Et donc, cet objectif est assez ambitieux était assez ambitieux parce qu'on avait un délai de transformation typique d'une spécification donnée en ingénierie d'exigence de environ 18 mois par document, parce que c'est quelque chose d'assez complexe et qui fait intervenir un nombre d'acteurs assez important, parce que une spécification technique, ça touche à plein de domaines, de la mécanique, de l'industrialisation, de la fabrication, de la réglementation, code du travail, tout un tas de textes normatifs également. Et donc, ce processus est assez long. Vous voyez en bas donc, les différentes étapes qui sont liées pour certaines, donc les premières à vraiment de la transformation de fond sur comment on va reformuler nos exigences pour mieux les expliciter et qu'elles soient mieux comprises par nos fournisseurs et par les acteurs de la chaîne de valeur de l'exigence. Il y a également une étape qui est assez longue aussi de rebouclage avec les industriels pour venir effectivement les challenger en termes technico-économiques. Et on a après des étapes qui viennent ensuite, qui sont plus liées au déversement dans le PLM et à l'aspect data-centrique de classification, donc de structuration des exigences, de rationalisation, donc essayer de factoriser les exigences entre les différentes spécifications qui peuvent être amenées à les utiliser. La traduction, parce que on est de plus en plus dans un contexte bilingue avec des appels d'offres qui sont passés souvent en anglais. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça a amené à des délais de 18 mois. Et donc, on s'est mis en quête de levier d'accélération pour être capable de tenir l'objectif d'avoir transformé 75% des spécifications, parce qu'on a grosso modo une centaine de spécifications, et on voyait bien que si on continuait de travailler avec les méthodes habituelles, on n'y arriverait pas. Et donc là-dessus, on a échangé beaucoup avec Assystem, qui nous accompagne en tant que prestataire de service sur la mise en œuvre d'une partie de ce processus pour l'accompagnement des rédacteurs qui ont à accomplir cette transformation en exigence, parce que c'est pas quelque chose d'inné d'écrire de bonnes exigences. Et donc,
on a identifié des pistes d'accélération assez considérables en mettant en œuvre des technologies d'intelligence artificielle sur certaines parties du processus où on avait des interventions humaines manuelles très, très longues et très, très coûteuses. Et donc, je vais laisser la parole à Francesco pour vous présenter les axes qu'on a pu mettre en œuvre en termes d'intelligence artificielle pour accélérer considérablement ce processus. Oui, effectivement, donc sur la base de tout ce que Jérémy vient de décrire, la solution que nous avons identifiée pouvant aider effectivement à accélérer le processus de transformation du corpus documentaire en référentiel technique d'exigence est une solution qui s'appelle DeepRext et qui a été développée initialement par Parasystem et qui maintenant est développé justement dans le cadre en fait du projet RTI2. Donc déjà, pourquoi DeepRext? Donc DeepRext, ça renvoie à la technologie de deep learning. Donc on a parlé d'intelligence artificielle. Plus précisément, c'est le deep learning en fait qu'on utilise pour essayer de capturer l'exigence. Justement, Rext, c'est quelque chose qui renvoie à l'idée d'extraction d'exigence, donc requirement extraction en anglais. Donc, comme le nom le dit, DeepRext est un outil qui utilise l'intelligence artificielle et plus précisément le deep learning pour extraire automatiquement des exigences à partir d'un corpus documentaire. Donc l'idée est de pouvoir utiliser un outil dans lequel on va injecter des documents, comme je vais vous montrer dans un instant, et à partir d'un corpus documentaire, accéder directement aux exigences contenues dans la documentation. DeepRext est un outil qui peut apporter une vraie valeur ajoutée tout au long en fait d'un projet, donc à partir de la phase de définition, de la phase de réalisation, l'exploitation et pourquoi pas même au-delà. L'idée effectivement c'est de pouvoir transformer la documentation existante en quelque chose qui peut s'inscrire dans le cadre d'une approche type ingénierie d'exigence. Et effectivement, on considère que DeepRext, c'est une brique qui effectivement permet d'accélérer de manière importante tout le passage de la documentation à la donnée. Donc, le fonction DeepRext, donc, comme je l'ai déjà dit, l'idée à la base, c'est que les ingénieurs aujourd'hui doivent gérer un corpus documentaire volumineux. Jérémy a donné des idées sur le volume de documents à traiter dans le cadre du projet RTI2. Donc, l'idée, c'est d'injecter ces documents dans l'outil DeepRext. DeepRext, il est capable de détecter automatiquement la structure de page, donc de détecter donc les différents paragraphes, les sous-sections, tout ce qui est images, liste à puces, etc. Et à partir d'un dataset d'apprentissage qui est en fait un dataset de réglementation publique, donc on peut parler d'AIEA, on peut parler d'ISO, on peut parler aussi un peu de RCC, RCCM. Donc, à partir d'un dataset d'apprentissage, DeepRext peut reconnaître automatiquement la structure d'une exigence. Et donc, à partir de la détection d'une exigence, l'exigence est extraite, est injectée dans une base de données. Donc, la base de données, ça peut être effectivement un fichier Excel, tout simplement. Pourquoi pas, on peut penser à une extraction directe d'un PLM, même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui est important quand on parle de DeepRext, c'est le fait qu'on ne délègue pas à l'intelligence artificielle le choix au niveau de l'exigence à retenir ou l'exigence qui est considérée comme n'étant pas d'intérêt pour le projet. C'est-à-dire que DeepRext est un outil agnostique. Lui, il extrait des exigences et puis ce qu'on va faire, c'est de demander à un sachant, à un expert technique, de valider l'extraction réalisée par DeepRext. Donc, l'idée à la base est vraiment de dire que c'est l'ingénieur, c'est l'expert technique, c'est le sachant qui a la responsabilité de valider la pertinence d'une exigence. Ce n'est pas un outil basé sur des intelligences artificielles. Et cette étape de validation est importante aussi pour en fait assurer
que l'intégralité des exigences pertinentes est extraite. C'est-à-dire que Dprex est un outil qui, surtout lors d'une première utilisation, est conçu pour extraire un nombre important d'exigences. Et à partir du nombre important d'exigences extraites, c'est l'expert qui peut choisir les exigences à retenir et ainsi, on essaye d'extraire l'intégralité des exigences pertinentes, ce qui est un enjeu majeur, surtout quand on parle d'un projet nucléaire, d'un projet qui concerne entre autres la sûreté nucléaire. Et bien évidemment, on ne peut pas se permettre de rater une exigence importante pour la sûreté contenue dans un corpus documentaire. Juste pour vous donner une idée, voilà, du fonctionnement de l'outil. Donc, comme je l'ai dit, sur la gauche, vous voyez un document dans lequel il y a un peu tout ce que je viens de décrire. Il y a du texte, il y a des tableaux, il y a des exigences. Donc, l'outil, il détecte les exigences qui sont soulignées dans le document pour qu'un ingénieur puisse effectivement voir visuellement quel est le résultat de l'extraction à partir du document. Et puis, tout ce qui est détecté comme étant une exigence est injecté. Dans ce cas, c'est dans un fichier Excel. Donc, un identifiant est donné à chaque exigence. Donc, on commence à voir effectivement tout ce qui est après la gestion de l'exigence et le processus lié à l'ingénierie d'exigence. On retrouve l'exigence dans le fichier Excel. On retrouve les informations permettant de repérer facilement l'exigence à partir du document initial, donc la section, la page, etc. Et puis, donc, ce qu'on fait aussi, c'est d'assigner à chaque exigence un score, c'est-à-dire un niveau de confiance. C'est-à-dire qu'on définit un niveau de confiance au-dessus duquel le morceau de texte n'est pas considéré comme étant une exigence. Et au-dessus duquel, effectivement, le texte est considéré comme une exigence, entre guillemets, potentielle à valider, comme je l'ai déjà dit, par un sachant technique. Je me suis concentré beaucoup sur la raison d'être de l'outil Dprex, qui est effectivement l'extraction automatique d'exigences. Il convient d'ajouter que pour répondre aux objectifs du projet RTI2 que Jérémy a décrit, il n'y a pas que la phase d'extraction d'exigences, c'est-à-dire que les problématiques RTI adressées par Dprex sont évidemment transformer le référentiel en base structurée d'exigences, d'où l'importance d'extraire des exigences. Un objectif, c'est aussi d'obtenir une base d'exigences cohérente, exhaustive et minimale. Donc, il y a derrière l'enjeu de rationalisation d'exigences afin de limiter, entre guillemets, le nombre d'exigences à gérer. Et puis, aussi l'objectif de regrouper les exigences sur un ensemble de classes structurées. D'où l'importance de pouvoir classifier les exigences extraites. Donc, aujourd'hui, Dprex est un outil qui répond à ces trois problématiques, donc extraction automatique d'exigences, classification d'exigences et rationalisation d'exigences. Jérémy, je te laisse la parole pour parler un peu du bilan de l'utilisation du Dprex. Donc effectivement, comme l'a présenté Francesco, le Dprex a permis d'accélérer considérablement les étapes d'identification des exigences dans les documents. Donc ça, c'est une étape qui est assez précieuse quand on démarre la transformation et qu'on veut accélérer l'étape qui va amorcer l'étape de reformulation, on va dire. Après, là où ça a été aussi énormément de gains en productivité, c'est sur l'aspect classification et rationalisation. Parce que la rationalisation, quand on a une centaine de documents et qu'on essaye d'identifier des exigences qui seraient en doublon dans une centaine de documents qui comportent chacun entre 700 et plusieurs milliers d'exigences, ça devient un
travail un peu titanesque. Et donc, le fait d'avoir une intelligence artificielle qui nous sélectionne des candidats potentiels à la rationalisation et qu'après on puisse aller examiner plus en détail, plus efficacement, c'est beaucoup de gains. Mais effectivement, comme l'a bien souligné Francesco aussi, ces gains-là, ils se font en termes finalement d'aide à l'humain. On ne vient pas remplacer 100% du travail de l'humain. Donc, il y a bien toujours derrière un contrôle parce que voilà, on a des fiabilités assez élevées sur les résultats qu'on renvoie à l'intelligence artificielle. On est au-delà de 90%. Mais les 10% restants, malgré tout, il ne faut pas les rater. Donc, il faut aussi avoir cette boucle de rétroaction avec l'humain et d'avoir un contrôle pour s'assurer qu'on ne perd pas des exigences au passage, hein, parce que elles sont quand même toute leur importance, et aussi de pouvoir finalement enrichir l'outil et au coup d'après, par un phénomène d'apprentissage, améliorer la précision et tendre vers une précision plus élevée. Donc on peut peut-être passer au slide suivant de conclusion, parce qu'en plus je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Voilà, donc pour afficher effectivement le gain, donc il y a effectivement un gain en délai, puisque sur un processus, comme je disais, d'environ, qui pouvait aller au 18 mois, voire plus, on a gagné en moyenne 3 mois par document, donc c'est pas rien sur la centaine de documents. Et aussi, on gagne en termes de mobilisation des ressources et de motivation des gens qui travaillent sur le produit, parce que effectivement, quand il s'agissait de faire des tâches de classification, de rationalisation à la main, c'était aussi quelque part un peu usant. Et là, quand on sait qu'on a ce levier-là et qu'on a un aspect aussi un peu data science derrière, ça motive un peu plus en termes d'intérêt dans la mission. Donc, on a un dernier slide aussi pour Francesco. Oui, donc juste pour terminer, donc le développement et l'utilisation d'IPREX dans le cadre du projet RTI2, c'est quelque chose qui a démarré plutôt fin 2020, début 2021, donc à partir de la signature d'un partenariat R&D entre la direction technique d'EDF et Assystem sur les sujets d'intelligence artificielle. Donc tout le témoignage de l'utilisation d'IPREX dans le cadre du projet RTI2 se base en fait sur la première version de l'outil qui a été mise à disposition du projet. Donc comme je l'ai déjà dit, on parle des modules d'extraction, classification et rationalisation des exigences. Cependant, lors de l'utilisation de l'outil, certains leviers d'optimisation ont été identifiés. Donc actuellement, il y a des travaux qui sont en cours de finalisation sur justement l'optimisation des algorithmes d'extraction, classification et rationalisation. À titre d'exemple, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'ajouter une classe au niveau de la classification des exigences. Pour le module de rationalisation, par exemple, on réfléchit à la possibilité de je suis désolé, à la possibilité de prendre en compte le résultat de la classification dans l'algorithme de rationalisation. Par contre, l'ambition et l'objectif, c'est de passer à l'étape d'industrialisation de l'outil. Et pour industrialiser l'outil, il est clair qu'il y a d'autres actions qui sont à mener, typiquement pour tout ce qui est développement d'une IHM permettant à un utilisateur lambda de pouvoir utiliser facilement l'outil. On parle aussi de la prise en compte des contraintes SI de l'environnement EDF pour effectivement déployer l'outil en tant qu'outil EDF qui peut être utilisé dans le cadre du projet RTI2, mais pourquoi pas dans le cadre d'autres projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, envisagé, c'est un peu l'ambition. Et puis à terme, évidemment, si on veut effectivement
mener à bien donc les ambitions du projet RTI2, le but c'est de pouvoir raccrocher toutes les exigences extraites dans le PLM, comme Jérémy l'a très bien expliqué. Et donc, l'idée, ce serait pourquoi pas de intégrer un outil comme Diprex dans le PLM. Donc, le slide est juste pour montrer effectivement que l'utilisation de Diprex aujourd'hui est un outil opérationnel qui est utilisé dans le cadre du projet RTI2. On veut aller beaucoup plus loin et c'est quelque chose effectivement qui nécessite de temps, d'interaction, d'échange et surtout effectivement de la participation de différents métiers. Ça, c'est un peu la conclusion de cette présentation, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'intelligence artificielle fournit des solutions technologiques qui permettent d'accélérer les processus métiers. On a essayé de vous donner un ordre de grandeur sur l'accélération d'un processus métier grâce à l'utilisation de solutions basées sur l'intelligence artificielle. Évidemment, les processus métiers sont impactés par les nouveaux outils digitaux. Ça, je pense que c'est un constat et tout le monde, effectivement, voit que la transformation digitale transforme complètement les processus d'ingénierie. Pour nous, l'expertise technique demeure quand même primordiale pour l'intégration efficace d'outils digitaux dans les procédures existantes. Il ne peut pas y avoir d'acceptation des outils digitaux s'il n'y a pas effectivement une intégration, une implication forte de l'expertise technique. Et puis, comme je l'ai déjà dit, l'industrialisation des outils est un enjeu multimétier, c'est-à-dire que, évidemment, dans le cadre de la transformation digitale, on a besoin d'experts digitaux, on a besoin d'experts techniques, on a besoin d'une interaction efficace et la possibilité de succès dépend vraiment de cette interaction efficace et de la possibilité de bien communiquer entre le métier et le digital pour que le digital réponde à des besoins opérationnels et pour que le digital ne fasse pas effectivement des outils qui sont pas intégrables dans les processus existants. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, j'ai déjà beaucoup de questions. Ce que je vous propose, je vais essayer de faire des questions courtes, réponses courtes. Et comme ça, vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors, je vais commencer par, avez-vous déjà quelques chiffres sur la partie simplification et réduction du nombre d'exigences? Vous nous avez parlé réduction du délai, donc réduction du lead time, réduction des ressources, mais en nombre d'exigences, est-ce que vous auriez quelques chiffres? Oui, alors effectivement, on commence à avoir des chiffres. Alors c'est assez variable d'une famille d'équipements à une autre, mais sur certains équipements de la famille mécanique, on a pu rationaliser des exigences de l'ordre de 30%, quoi. Donc, on avait 30% d'exigences qui étaient communes aux spécifications d'une famille et donc finalement qui étaient auparavant en mode documentaire rédigés plus ou moins de la même manière dans plusieurs spécifications. Donc, ça permet effectivement d'économiser beaucoup en termes de volume d'exigence et donc d'efforts de mise à jour. Très bien. Deuxième question, la mise à jour du référentiel d'exigence construit est-elle dynamique? C'est-à-dire si par exemple des documents sources se mettent à jour, comment est-ce qu'on met à jour la liste des exigences? Oui, alors là, effectivement, on vous a montré le processus finalement d'alimentation initiale du PLM avec nos exigences et donc la transformation pour passer du documentaire au data-centrique. Maintenant qu'elles sont dans le PLM, elles vont évoluer effectivement et donc à travers des mécanismes de gestion de configuration comme le permettent le PLM, on va pouvoir du coup répercuter les mises à jour des documents sources vers les exigences et avoir la traçabilité justement entre ces évolutions du document source, des exigences, et puis après des cahiers des charges qui peuvent utiliser nos spécifications génériques. Et donc c'est tout l'intérêt effectivement de la démarche PLM de pouvoir créer ce lien de traçabilité et
maîtriser finalement l'impact de l'évolution d'un texte réglementaire ou d'une norme sur nos exigences et sur, in fine, l'équipement qui est installé sur site et d'avoir cette traçabilité, cette analyse d'impact plus directement. D'accord. En troisième question, dans quelle mesure l'apprentissage est-il dépendant du style rédactionnel des divers documents? Ça, effectivement, c'est un peu l'intérêt d'utiliser des technologies de deep learning, c'est-à-dire qu'une exigence aujourd'hui, la formulation d'une exigence est très variable, donc il y a des standards internationaux qui ne sont pas nécessairement respectés. Donc, l'intérêt d'utiliser une solution basée sur du deep learning, c'est effectivement de pouvoir, comme je le disais, partir d'un dataset d'apprentissage annoté. Donc, à partir d'un corpus documentaire, on va sélectionner ce qui est à considérer comme une exigence et l'outil il récupère en fait cette information et à partir de ça est capable de reconnaître des exigences qui sont formulées de manière différente. Donc la richesse et la diversité de formulation des exigences est gérée via l'utilisation de technologies de deep learning et c'est quelque chose que je suis passé un peu vite au niveau de la présentation, mais l'intérêt de Duplex, c'est aussi de pouvoir effectivement réentraîner le modèle à partir de l'étape de validation par un expert métier. C'est-à-dire qu'une fois les exigences validées par un expert métier, on est capable de réentraîner le modèle en prenant en compte donc, ce retour de l'expert métier, ce qui permet à l'outil d'améliorer de plus en plus la capacité à détecter des exigences dans un contexte donné. Et donc, c'est encore une fois, c'est ce mode de fonctionnement qui permet de détecter des exigences qui peuvent être formulées de manière très différente. Okay. Comment vérifie-t-on l'exhaustivité des exigences? C'est-à-dire, si on n'utilise plus que cet outil, quel est le risque d'oublier une ou deux exigences? Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, cet outil, c'est une aide à l'humain. Hein, donc, il faut pas... pour le moment, en tout cas, on n'a pas prétention d'assurer l'exhaustivité de l'extraction des exigences de la spécification d'origine. Et donc, effectivement, il y a un travail de relecture des parties qui ont été identifiées comme n'étant pas des exigences pour justement vérifier rapidement que c'est bien le cas. Après, est-ce que la question c'est est-ce qu'on a détecté est-ce que les exigences l'exhaustivité des exigences a été extraite du document d'origine ou est-ce que le document d'origine était lui-même exhaustif en termes d'exigences pour caractériser le matériel? Et là, par contre, c'est un autre champ de réflexion, plus au stade de la R&D actuellement sur comment est-ce que globalement une spécification donnée est exhaustive? Ouais, la question était plutôt à partir d'une spécification qui est à l'état de l'art, est-ce qu'on arrive à reboucler si on a réellement su extraire toutes les exigences? C'était plutôt dans ce sens-là. Ouais. Juste pour je vais passer à une autre question. On va essayer de faire encore plus court les réponses. Avez-vous détecté des exigences contradictoires? Alors oui, effectivement, ça peut arriver et c'était aussi des retours qu'on avait parfois de certains de nos fournisseurs. Alors pas forcément des exigences complètement contradictoires, mais des incohérences ou des choses qui pouvaient interroger et qui revenaient auparavant sous forme de questions dans le cadre des appels d'offres. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir aussi les identifier parce que quand on a plusieurs centaines de documents et qu'on transmet un sous-ensemble de ces documents-là, s'assurer de la cohérence de tous les documents en mode justement documentaire, c'était plus compliqué. Maintenant, avec cet effet de rationalisation aussi, il y a bien cette ambition effectivement de réduire ces idées cette problématique aussi d'incohérence entre exigences. D'accord. Comment l'application fait-elle la différence avec un nom de système en français et un nom de système en anglais?
Bah, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte par l'application, c'est-à-dire que la possibilité d'injecter des documents en anglais et en français, voilà, est déjà prévue dans l'outil d'Iprext en l'état. Et puis, bah, comment la différence est prise en compte, encore une fois, tout dépend de la technologie qui est utilisée. Donc, comme je le disais, le deep learning, c'est une technologie très, très, très puissante pour prendre en compte tout type de diversité. Et donc, une fois qu'on injecte en fait des documents voilà, de types différents, une fois que le modèle est bien entraîné, bah, donc la technologie de deep learning permet de détecter bah, tout ce qui peut être connecté d'une manière ou d'une autre au dataset d'apprentissage. Ce qui fait que bah, la langue, ce n'est pas nécessairement un point bloquant pour l'outil. Donc aujourd'hui, effectivement, il est prévu, il est possible d'injecter des documents en français ou en anglais dans l'outil. Bah, l'outil il est capable de gérer les deux et il fournit exactement le même type d'output. D'accord. Et une dernière question pour élargir un peu, et je suis désolée pour tous ceux où j'aurais pas pu relayer la question vu le nombre de questions, c'est est-ce que vous avez connaissance d'autorités de certification ou des organismes de sûreté qui commenceraient à essayer d'éditer des standards sous le même format, c'est-à-dire à partir du document existant, d'essayer de faire ressortir les exigences et d'être plutôt en data-centric qu'en documentaire? Alors oui, il y a des réflexions côté AFNOR hein, sur les smart standards. J'ai également connaissance de démarches analogues côté AFCEN sur les codes de conception. Et donc on voit qu'effectivement, globalement, dans l'industrie nucléaire, on se pose la question, on se pose même plus la question, on constate que c'est un gain d'efficacité de formuler des spécifications d'ingénierie d'exigence, et donc on a l'impression que voilà, il y a un mouvement assez global, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à y aller plus efficacement que les autres, moins efficacement que les autres industries. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a un mouvement d'ensemble. Et je vous remercie beaucoup. Et il y avait vraiment beaucoup de questions. Donc pour les participants, pour lesquels je n'aurai pas relayé les questions, toutes les questions qui n'ont pas été posées vont être retransmises quand même à nos présentateurs, et on pourra dans le compte-rendu relayer quelques questions-réponses, et vous aurez bien sûr les liens pour aller les chercher. Merci à tous. Je rappelle, pour ceux peut-être qui sont arrivés un peu après, que vous avez un petit module Slido pour poser toutes vos questions. Et donc, je vais proposer de reprendre la partie initialement prévue tout au début avec Monsieur Lucas, s'il nous a rejoint, pour reparler un peu d'ingénierie système et de données. Pascal Lucas, c'est à vous. Oui, bonjour, je suis vraiment désolé, mais juste au moment de prendre la parole, j'ai eu plus de son, plus d'image. Donc, désolé. Donc, effectivement, on m'avait demandé d'introduire un peu cette matinale du numérique qui était axée sur le thème de l'ingénierie système et de la digitalisation. Alors, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est que même si c'est une évidence pour tous les gens qui sont ici présents, on est aujourd'hui à un tournant dans la filière nucléaire française. Il est impératif aujourd'hui qu'on soit capable de réussir le renouvellement du parc français, et en particulier avec le programme des 6 EPR2. Réussir ce programme, c'est avant tout réussir les délais de mise en service de ces 6 tranches. Parce que si on respecte nos délais de mise en service, cela signifie qu'on aura réussi à produire des équipements, des installations, des services de qualité, et qui nous auront permis aussi de respecter les coûts de ce projet. Donc, il est coutume de dire qu'au début d'un programme, on engage de l'ordre de 80% en fait, du coût du programme dans les premières années, dans les 20% des premières années. Ça veut dire qu'il est impératif d'investir correctement dans cette phase de conception, d'industrialisation, d'investir correctement, parce que c'est là où les économies seront faites, c'est là où tout sera ficelé.
Et donc, pour tenir les délais, il faut savoir bien spécifier. Là, je parle pour le client EDF. Il faut savoir concevoir bien du premier coup et savoir fabriquer ce que nous avons conçu. Il ne s'agit pas de concevoir quelque chose qui ne soit pas fabricable. Et donc, on parle aujourd'hui de la prise en compte du cycle de vie complet dès le stade de conception. Et derrière ce cycle complet, c'est bien en fait les principes de base de l'énergie système qu'on va retrouver. C'est savoir gérer et tracer les besoins et les exigences et les justifier les besoins, justifier qu'on respecte bien nos exigences, définir au juste niveau de l'arborescence ces exigences. Et là, je ferai peut-être un retour en arrière sur la présentation qu'on vient d'avoir. Les exigences, il faut disposer pour ça d'une architecture suffisamment détaillée, une architecture de nos produits, de notre système suffisamment détaillée et optimisée pour pouvoir descendre, cascadiser les exigences au juste niveau et ne pas avoir des exigences trop enveloppes qu'on ne saurait pas justifier. C'est aussi maîtriser notre environnement, le contexte. C'est en pratique maîtriser les interfaces entre les différentes parties prenantes, y compris les opérateurs ou ceux qui feront la maintenance demain. Cet environnement, c'est important parce que derrière, on voit bien, avec les parties prenantes, qu'on a une approche un peu de travail collaboratif qu'il faut mettre en place. Et puis, on est dans un domaine où, en fait, il faut justifier, on le verra avec la présentation de Philippe Tannery, il faut justifier le plus tôt possible la conception, parce que c'est quand on justifie ce qu'on fait, ce qu'on conçoit, qu'en fait, on investit, on engage les 80% des coûts du programme. Donc, justifier la conception de nos systèmes et nos produits pour répondre aux exigences spécifiées d'une part, et s'assurer également que la conception est exécutable et exploitable. On retrouve cette notion de cycle de vie du produit. Et puis là, il s'agit de lancer une série de six tranches. Et donc, il faut savoir aussi gérer la configuration tout au long du cycle de vie du produit. Et donc, pour Opéra2, c'est ces 6 tranches. Et là, on est sur des projets où, en fait, on travaille sur des délais qui sont longs dans le domaine nucléaire. Donc respecter nos délais, c'est donc apprendre à concevoir et faire bien du premier coup. C'est ce qui permet d'améliorer notre performance collective en plus de notre performance individuelle. Il est impératif de prendre en compte la capacité de nos fournisseurs, ne pas spécifier l'infaisable. Et les boucles de maturité s'imposent pour régulièrement s'assurer que en basic design, en detail design, etc., ce qu'on imagine, les fournisseurs, nos équipementiers sauront bien le faire. Donc, les objets sur lesquels nous travaillons sont particulièrement exigeants en termes de justification et de démonstration de la conformité. On le voit avec, malheureusement, l'expérience de Flamanville. Et donc, nous devons nous mettre en ordre de bataille pour répondre à ces exigences sans les subir, c'est-à-dire en les anticipant et en proposant des plans de justification et de vérification robustes. Cela fait partie aussi de l'ingénierie système. Comme vous allez le découvrir donc avec la présentation qui vient d'avoir lieu et qui va suivre, il faut donc bâtir toute une stratégie de validation, de justification et de vérification, et si possible, le plus tôt possible dans le déroulement du projet, parce que c'est là où on mettra en évidence les difficultés potentielles. Il faut apprendre à gérer dans la durée, car nous travaillons sur des temps longs, je l'ai déjà dit, une quantité astronomique d'informations qui n'est plus à taille humaine et qu'il n'est plus possible de faire dans une simple approche documentaire, parfois trop interprétable et bien souvent ambiguë, sauf à devenir surabondante et excessive pour nos partenaires. C'est la présentation RTI2 que l'on vient d'avoir. Donc, le passage en data-centrique s'impose pour mieux décliner nos exigences de façon non interprétable et au bon niveau de l'arborescence et surtout aux justes besoins. Cette approche data-centrique, c'est aussi indispensable pour un travail collaboratif efficace entre les parties prenantes. Et là, je retrouve un thème qui m'est cher, c'est le besoin de travailler en entreprise étendue entre les différentes parties prenantes. Donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible avec ce projet EPR2. Il faut mettre en œuvre les principes de base de l'ingénierie système. Ça s'impose à nous et cela se fait depuis de nombreuses années dans des domaines aussi exigeants que le nôtre. Je pense en particulier au domaine de l'aéronautique, mais je pense aussi à un certain nombre de grands programmes d'armement
auquel j'ai largement participé dans ma carrière. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe et il faut absolument s'aligner sur les bonnes pratiques en termes d'ingénierie système. Et cette pratique de l'ingénierie système, à une telle échelle, rend incontournable la digitalisation de nos processus de travail et pour travailler en mode data-centrique. Donc voilà un peu les messages que je voulais faire passer en introduction. Je suis désolé, j'interviens un peu plus tard dans la matinée, mais je fais quand même passer. Et donc je propose, sauf s'il y a des questions, de passer à la deuxième présentation. Je trouve que c'était tout compte fait une bonne transition entre la première et la deuxième présentation. Ce que je vous propose du coup tout de suite, c'est de passer au deuxième sujet. Comme l'a dit Pascal, donc Philippe Tannery va nous présenter ce sujet. Donc Philippe Tannery, après 30 ans d'expérience dans le nucléaire, après un passage à la DCNS et chez Capgemini, Philippe a rejoint en 2005 le groupe Framatome en tant que Deputy Engineering Manager sur l'EPR de Taishan. Il a occupé le poste de responsable de l'amélioration de la performance de l'ingénierie pendant quelques années et depuis 2016, Philippe est le directeur de la transformation de l'instrumentation et de l'activité contrôle-commande. Philippe, c'est à vous pour 20 minutes. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose un aperçu en fait de ce qu'on essaie de faire en termes d'accélération dans le déploiement de l'ingénierie système dans la partie contrôle-commande chez Framatome. Il y aura 3 petits zooms sur 3 pratiques particulières, mais ce sera relativement rapide, et juste une petite prise de recul sur le fait qu'effectivement c'est une transformation pas facile à mener, donc en essayant de caractériser un petit peu cette transformation. D'abord, un petit rappel sur le contrôle-commande. Qu'est-ce que ça fait, hein? Donc, le contrôle-commande, la centrale nucléaire est une grosse usine. Il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de pompes, de vannes, de différents organes qu'il faut piloter. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites de façon plus fiable et plus sûre par des automatismes. Et donc, il y a une combinaison entre ce qui est affiché aux opérateurs de la centrale et ce qui est réalisé par des actions automatiques, pilotées par un grand programme informatique, et puis ce qui est laissé à la main des opérateurs. Voilà. Donc, le contrôle-commande, c'est un petit peu le cerveau en support aux opérateurs pour conduire la centrale dans les conditions normales, dans les conditions accidentelles. Et donc, il faut avoir du contrôle-commande pour avoir les informations d'état de la centrale et puis réfléchir, entre guillemets, aux actions à mener et puis les mener, c'est-à-dire agir sur les actionnaires. En termes de technologie, donc c'est à la fois des simulateurs, des stacks de commandes et puis des armoires de contrôle-commande qui mettent en œuvre des technologies différentes, digitales, non digitales, etc. Donc là, il y a quelques photos pour se rendre compte. Donc un contrôle-commande, c'est plusieurs centaines, sur une centrale nucléaire, c'est plusieurs centaines d'armoires. Donc là, dans l'image du milieu, on voit une armoire ouverte. Donc, c'est peut-être 250 armoires à peu près qui sont dans la centrale pour recueillir et traiter toutes ces informations. Donc, l'ingénierie système pour la partie contrôle-commande chez Framatome. Donc, on avait essayé de résumer en 2 grands objectifs. Donc, c'était d'accroître la robustesse de la conception et la productivité, c'est-à-dire être capable de développer des systèmes de contrôle-commande plus rapidement et de façon plus fiable. Ça pour répondre à contribuer à répondre à des gros problèmes qui sont transverses, qui dépassent en fait évidemment le contrôle-commande lui-même, mais auxquels l'ingénierie du contrôle-commande peut participer. Donc notamment sur les programmes EPR passés et récents, on a vu qu'on avait quand même un grand nombre de versions du contrôle-commande, donc à chaque fois ça coûte cher. Donc est-ce qu'il y a moyen de contribuer à en maîtriser le nombre et en le réduisant évidemment? Il y a des questions de maîtrise des performances transverses, hein, les temps de réponse, l'impact sur l'aménagement général, les interfaces avec la fourniture de courant électrique et les systèmes de ventilation.
Et puis après, il y a des questions plus générales qui sont aussi d'aller vers de l'optimisation, c'est-à-dire est-ce qu'on sait faire des systèmes meilleurs qu'hier? Est-ce qu'on sait gérer les connaissances et la capitaliser? Il y a un enjeu de ressources humaines derrière pour servir la filière nucléaire et, bon, comme le dit Pascal, là, le grand programme EPR2, il faut alimenter, il faut trouver les équipes et il faut les former plus rapidement qu'avant. Et puis, il peut aussi y avoir un enjeu d'innovation, c'est-à-dire que, et là, on pense effectivement que l'ingénierie système, c'est un des leviers. Donc, l'ingénierie système sert aussi le deuxième objectif en termes de moyens, qui est dans cette migration du document-centric vers le data-centric, d'avancer vers l'intégration des données et la continuité digitale. Donc ça, ce sont des leviers d'amélioration de la qualité et de la productivité en automatisant un certain nombre de tâches où là, il y a des transitions manuelles entre différents outils d'ingénierie qui sont source d'erreurs aussi et qui prennent du temps. Il y a aussi un enjeu de développer des nouveaux services aux ingénieurs à partir de ces bases de données plus larges, plus intégrées, et puis d'être aussi au service du management de projet. Il y a aussi moyen de développer des services là. Voilà, donc on espère une meilleure qualité, une meilleure productivité, aussi une capacité à être reconnu comme l'architecte du contrôle-commande pour le fournir dans son ensemble. Donc, dans le cas de la filière nucléaire, la Framatome INC ne fournit qu'une partie, le contrôle-commande de sûreté et l'instrumentation nucléaire. Pour d'autres clients, on est amené à fournir aussi le reste. Voilà. Ce que je soulignais en bas ici, c'est que pour traiter ces grandes questions évoquées à gauche, où on a besoin d'une interface avec le niveau central, en fait, l'architecte de la centrale, les progrès sont quand même assez lents. Et donc, on a besoin peut-être de la contribution de certains d'entre vous pour accélérer ces collaborations-là, pour aller chercher des leviers de réponse, beaucoup au travers de l'ingénierie système, mais peut-être pas seulement, pour aller améliorer la situation. Là, c'est un schéma que Pascal a un petit peu évoqué finalement, c'est de dire que entre la situation actuelle où toute cette phase milieu, detail design manufacturing, est mise en rouge ici parce qu'elle a tendance à dériver pour différentes raisons, à la fois parce qu'il y a des mises à jour des données d'entrée, à la fois parce qu'on découvre des erreurs tardivement, donc ça suppose de redémarrer des travaux de conception. Donc on veut notamment rajouter, par exemple, ces phases de vérification précoce, là, dans les phases amont. C'est un des moyens importants pour gagner en maîtrise, c'est-à-dire de ne pas d'engager le detail design et le manufacturing seulement une fois qu'on a validé la conception d'ensemble et préliminaire, pour effectivement après maîtriser le coût qui, dans cette vue-là, reste dans les purs initialement prévus au lieu d'exploser. Voilà. Donc l'idée, c'est de détecter les erreurs et de les corriger le plus vite possible pour tenir un cadencement du projet tel qu'il était prévu. Ici, on représente en bleu donc un cycle en V d'ingénierie, typiquement par exemple pour des systèmes INC, donc qui est de notre responsabilité. Donc avec Basic Design, Detail Design, Software et Hardware, c'est pour ça que c'est dédoublé. Le manufacturing, et puis après les tests, l'installation et le commissioning. Donc là, on a situé un certain nombre de pratiques d'ingénierie système sur lesquelles on met l'accent, qu'on essaie de développer. Donc c'est beaucoup, globalement, vous voyez que le barycentre est un peu sur le basic design. Donc c'est un peu ça qui fait défaut, c'est que au lieu d'implémenter des besoins dans une technologie INC, on veut effectivement être plus maître des systèmes INC qu'on livre, en maîtrisant la qualité et évidemment les délais, les coûts, avec toujours cet enjeu de collaboration avec le niveau au-dessus, qui est représenté ici en gris, pour effectivement avoir quelque chose qui converge. Et ça n'est pas le cas quand on est à un grand nombre de versions du contrôle-commande, par exemple. Donc, je vais pas tout détailler, mais
juste après, justement, dans les trois... Oui, alors il y a aussi tous ces petites flèches-là colorées pour dire qu'effectivement, on cherche à travailler sur la continuité digitale à différentes étapes du cycle de vie. Donc ça, c'est un gros objectif, c'est quelque chose de difficile et de long. Donc ça demande en plus beaucoup d'efforts au-delà du déploiement de chacune des pratiques qui sont citées. Donc juste après, je vais faire un petit zoom sur ces trois pratiques-là, PLM, Model-Based Architecture et puis vérification précoce, c'est-à-dire le simulateur d'ingénierie progressif. Avant cela, juste donner quelques principes que l'on s'est donnés pour espérer réussir plus vite. Donc, c'est de cibler d'emblée des pratiques outillées. Hein, c'est-à-dire que si on veut déployer, si on veut impacter, améliorer la façon d'exercer les métiers, ça va passer par des pratiques outillées. Alors, on a mentionné évidemment data-centric, il y a beaucoup de données à gérer. Pour ça, il ne suffit pas de donner des notions, des concepts, des méthodes. Il faut avoir des outils qui fonctionnent et il faut les déployer. Après, on vise que ces pratiques soient adoptées par les métiers. C'est-à-dire que, quelque part, moi, j'agis un peu avec mon équipe comme catalyseur pour développer ces pratiques et donc les faire adopter par les métiers. Mais après, il faut bien que ce soit les métiers qui se lancent dans le fait d'intégrer ces pratiques dans leur référentiel métier. Voilà, on compte évidemment toujours sur le directeur de projet et son équipe pour aussi appeler de leur vœu l'implémentation de ces méthodes-là sur les projets et de bien comprendre en quoi c'est un moyen de dérisquer les projets. Donc cet investissement amont dont on a parlé et que Pascal Lucas a mentionné aussi largement, c'est bien un investissement pour dérisquer l'ensemble de l'exécution du projet ensuite. Évidemment, la transition n'est pas facile pour les gens puisqu'ils voient effectivement des investissements en amont avec une promesse qu'ils aimeraient bien voir tenue, mais tant qu'elle n'est pas tenue, c'est difficile à faire. Voilà, dans les modalités, donc on a mis une équipe pour ça. Donc il y a une équipe noyau d'une dizaine de personnes, temps plein, pour assurer, je dirais, le développement, un certain rythme dans la conduite de cette transformation. Et puis après, évidemment, on essaie d'impliquer l'équipe étendue, c'est-à-dire des gens dans les différentes équipes d'ingénierie, de projet, etc., pour déployer et puis que ces gens-là s'approprient ces nouvelles méthodes. Alors, un petit zoom sur le PLM. Donc, le PLM, c'est un gros système, donc c'est Product Lifecycle Management. Hein, donc, c'est des gros systèmes d'information qui ont vocation à recueillir une grande partie des données techniques du développement du système. Donc, c'est une grosse transformation en soi. Et donc, pour l'instant, la focalisation, c'est sur l'ingénierie des exigences. Donc, ça va venir progressivement remplacer des outils dédiés qu'on peut avoir sur ces domaines-là. Mais ça va permettre d'organiser la traçabilité sur l'ensemble du cycle de vie en commençant dès le début. Donc. Et puis, d'outiller les processus de gestion de configuration et de gestion des modifications techniques. Tout ça à base de données techniques structurées et des données de conception. Voilà, donc là, bon, il y a une petite vue qui illustre un petit peu des éléments de lien entre des exigences et des éléments de conception. Voilà, c'est juste pour donner un petit aperçu. Donc, rien que ça, c'est un gros chantier, ça prend beaucoup de temps aussi, donc ça mobilise beaucoup d'argent également. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'en attendant, enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur l'amélioration aussi des méthodes et des gestes plus en conception, en basic design, qu'il faut soutenir. Donc, notamment, pour renforcer le basic design, on a choisi d'avancer avec l'ingénierie système basée sur les modèles. Donc, c'est tout un univers, je dirais, qui a beaucoup progressé depuis peut-être une quinzaine d'années, dans la mesure où, justement, l'outillage a progressé. Et l'outillage, c'est d'être capable de définir des diagrammes d'architecture à différents niveaux d'analyse,
Là, il y en a 4 dans cet exemple-là, où donc l'outillage, là en l'occurrence c'est Capella, met en œuvre une méthode d'ingénierie système, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un simple modeleur UML, on est toujours situé dans la méthode, dans l'étape de conception dans laquelle on se trouve. Et donc, on a des diagrammes d'architecture, d'analyse un peu standardisés qui correspondent aux choix à faire, en fait, ou aux clarifications à apporter à chaque niveau d'analyse. Donc, les niveaux d'analyse, là, on voit qu'il y en a 2 qui sont dédiés à l'analyse des besoins et 2 qui sont dédiés à l'analyse des solutions. Et donc, par exemple, on voit que il y a un certain nombre de cas où il est bien utile de faire une architecture logique avant d'attaquer l'architecture physique. Et notamment quand on parle de logiciel, c'est particulièrement approprié. Donc, le type de bénéfice qu'on en attend, ici à droite, hein, donc il y a tout un apport déjà, notamment quand on est dans les phases d'analyse du besoin, sur la clarification des données d'entrée et la détection des incohérences. Donc, une des raisons récurrentes sur nos grands projets d'avoir un grand nombre de versions d'ANSI, c'est aussi parce qu'il y a des grands nombres de mises à jour des données d'entrée. Donc, si on peut contribuer à montrer dès le début le niveau de qualité de ces données d'entrée ou leurs incohérences, ça pourra inciter à rétablir la situation le plus possible en amont. Bon, de façon très classique, c'est aussi des apports dans la gestion des interfaces. Il y a du contrôle commande de sûreté, il y a du contrôle commande opérationnel, il y a les interfaces avec le reste de la centrale. En soi, c'est assez vaste, c'est assez complexe, et du fait des responsabilités industrielles aussi des uns et des autres, on a besoin d'objectiver dans le domaine purement technique, hein, dans le point de vue système, qu'est-ce qui doit être maîtrisé pour le bien de la conception. Voilà, il y a tous ces enjeux aussi au travers d'une approche visuelle, comme ça, de fournir des éléments de compréhension du système. Et ça, c'est un moyen à la fois de capitalisation de la connaissance et puis de support à la collaboration. Donc, c'est ce qu'on a résumé ici avec les bénéfices classiques des approches MBSE. Donc, la représentation graphique, c'est vraiment beaucoup plus riche que du texte ou des tableaux. Donc là, ça change vraiment beaucoup de choses. L'approche par la modélisation permet d'affiner beaucoup les questions, les différents types de choix de conception à faire, hein, les différents points de vue. Ça permet de capitaliser la connaissance. La démarche MBSE, elle est bien aussi parce qu'on peut démarrer sans être expert. On peut très vite, en quelques heures, on peut démarrer à faire des choses utiles dans cet environnement de travail à partir de quelques diagrammes. Et puis petit à petit, c'est le potentiel de croissance qui est indiqué en bas, on peut aborder des concepts de plus en plus élaborés qui sont également outillés et que l'on découvre. Je dirais qu'au début, quand on n'est pas expert en ingénierie système, il va falloir un petit peu de temps pour comprendre la finesse de ces notions et leur intérêt dans la conception. Voilà, donc il y a la complémentarité évidemment avec le PLM. Le PLM ne rentre pas dans une analyse aussi fine de la conception que ces outillages-là, mais ces outillages-là ne font pas de gestion de configuration, par exemple. Donc voilà, on a besoin des deux. Il y a tout un effet un petit peu lié aux personnes, hein, c'est-à-dire qu'à la fois ce sont des méthodes à jour, donc pour attirer des jeunes ingénieurs, c'est quand même très important de leur fournir un environnement de travail de qualité et où les tâches à faible valeur ajoutée sont déléguées à l'outillage. C'est une façon de former au principe de l'ingénierie système, évidemment, puisque là, on a vu qu'il y avait une méthode d'ingénierie système qui était directement implémentée dans l'outil. Donc, c'est une façon de se former aussi en le faisant. Voilà, donc il y a pas mal d'intérêts.
Le troisième pôle de pratique que je voulais illustrer, c'était la vérification précoce par des moyens de simulation. Aujourd'hui, il y a justement la personne de mon équipe qui est en charge de cette partie-là a fait ce diagramme. On retrouve le cycle en V, par exemple, pour le développement de systèmes de contrôle-commande. Et puis, il a essayé de mettre avec les flèches toutes les boucles, finalement, d'immaturité, tout ce qui venait perturber l'exécution du cycle en V. Et donc, il y a beaucoup de chamboulements. Donc, pour les équipes, en fait, c'est assez difficile à vivre, d'ailleurs, sur les grands projets. Ça fait beaucoup de stress et de travail. Et donc, en fait, au travers de la simulation et d'efforts de simulation placés plutôt à gauche qu'à droite, parce qu'aujourd'hui, on fait de la V&V, vérification et validation, mais elle a lieu tardivement après le detail design, pour simplifier, enfin en majorité, disons, pas uniquement, mais en majorité. C'est-à-dire qu'avant, ça va être des vérifications par l'ingénieur, mais pas des vérifications dynamiques par des moyens de simulation. Donc les bénéfices que l'on en attend, c'est déjà de comprendre le comportement attendu. Donc le simulateur va permettre de représenter ce comportement attendu. Et donc pour l'ingénieur, ça va l'aider aussi à comprendre les subtilités qu'il doit comprendre pour faire une conception appropriée, au lieu de simplement implémenter dans la technologie, dans une technologie de contrôle-commande. Donc ça, c'est assez important. Il y a évidemment de la vérification du logiciel ici avant de l'implémenter plus tard. Il peut y avoir des tests d'intégration entre systèmes. Donc quand on a les armoires ou quand on n'a pas encore les armoires, justement, on peut faire un jumeau numérique des armoires de contrôle-commande pour essayer d'être le plus proche de ce que sera le système, y compris dans sa dimension physique. Mais là, sur un projet brésilien, par exemple, la direction de projet a dit au bout d'un moment, ah ben oui, mais je vais avoir du mal parce que pour les tests en plateforme, je n'aurai que très peu de temps. En même temps, les armoires du contrôle-commande opérationnel et les armoires du contrôle-commande de sûreté. Parce que le projet veut tenir ses jalons de livraison sur site, parce qu'il y a des clés de paiement associées à ce genre de jalons. Et donc, finalement, ils étaient bien contents de pouvoir jouer les tests plateforme sur le simulateur à partir des jumeaux numériques des armoires, par exemple, et du logiciel conçu. Voilà, donc l'idée, c'est de réduire un petit peu les perturbations de toutes ces flèches rouges pour revenir à l'exécution d'un cycle d'ingénierie mieux maîtrisé, où effectivement on ne propage pas d'erreurs et où on est capable de mieux maîtriser l'impact des changements des données d'entrée. Ici, simplement pour illustrer, donc on retrouve un grand cycle en V en bleu clair, dans lequel sont intégrés des petits cycles en V en bleu foncé pour différents systèmes INC. Donc c'est le contrôle-commande d'ensemble ou la conception de la centrale en bleu ciel, et en bleu foncé, la partie INC sur différents systèmes. Là, c'est juste pour montrer que quand on cherche à identifier quels sont les gestes de vérification que l'on peut placer plus tôt, il y en a plusieurs. Ce n'est pas juste un petit geste ici et puis un autre là, c'est qu'il y a quand même pas mal d'options. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de... Alors parfois, là, en l'occurrence, par exemple, 1, 2, 3, c'est plus des alternatives que... on va en prendre que 1 des 3. C'est des modalités un petit peu différentes. Mais ça illustre quand même que, justement, il y a pas mal de choses que l'on peut faire en plus de ce qui est fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas pour rentrer dans le détail. Ici, sur Elvis, donc c'est notre plateforme, c'est notre simulateur d'ingénierie progressif. Là, l'idée, c'est d'avoir un simulateur léger qu'on utilise assez vite sur le projet. Et donc, pour petit à petit mieux maîtriser la conception du contrôle-commande et puis son intégration, c'est-à-dire les systèmes de contrôle-commande entre eux, notamment. Et puis, on voit aussi, et on a pu le voir en appliquant sur des plus petits projets, ça c'est un projet qui était mené par la base installée chez nous, au Canada,
Et en fait, petit à petit même, là sur un périmètre réduit, hein, c'est lié au fait que ce soit un périmètre réduit, mais finalement, ils ont fait de la conception directement aidés par la simulation, puisqu'ils ont pu faire l'édition de leurs diagrammes directement dans le simulateur et les tester immédiatement. Donc ça change, ça vient impacter en fait les pratiques d'ingénierie progressivement. Et même on envisage donc de vendre finalement ce service à l'extérieur comme un service où on ne serait pas forcément le concepteur du contrôle-commande, mais on pourrait venir offrir un service de vérification de l'intégration. Là, c'est simplement une photo du simulateur ELVIS. Bon, ce sont des PC, des écrans, mais donc là, ça simule à gauche les écrans de conduite de l'opérateur en salle de commande. Donc, quelques écrans, mais déjà là, il y en a 6. Bon. Et puis après, des éléments, un poste pour l'instructeur pour définir des scénarios, enfin piloter le simulateur lui-même, et puis après des éléments techniques au milieu qui sont là. Donc ça, c'est en Allemagne, à Erlangen. Donc si vous passez par là, vous pouvez vous inscrire pour une démonstration. Là, ça résume un petit peu ce que cherche à faire Elvis. Donc, c'est sur la base d'une plateforme d'intégration et de simulation qui est développée par Coris, hein, une filiale conjointe entre EDF et Framatome. C'est comme un peu avec un puzzle, de venir plugger différentes parties. Donc, d'abord liées aux interfaces de conduite dans l'étape 1, puis au contrôle-commande. Puis, pour vérifier le contrôle-commande en boucle fermée, de venir connecter un modèle de procédé, un modèle simplifié. Et puis après, on a la capacité à venir mettre un modèle de procédé plus réaliste, plus détaillé, à mesure qu'il sera disponible, puisqu'il y a un certain nombre de cas où il va être développé pour faire un simulateur d'ensemble qui a vocation à former les opérateurs. D'accord, là, c'est dans la partie 5. Bon, après, ultimement, hein, dans l'étape 6, c'est aussi un support éventuel à l'innovation. Philippe, je vais vous proposer de conclure. Oui, voilà. Est-ce Donc, qu'on la ait le temps dernière de poser page, quelques questions? Voilà, qui essaie de caractériser un petit peu le type de transformation. Hein. Donc, on a beaucoup parlé de cette transition document-centrique, data-centrique. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes informatiques. Hein. Donc, il faut aussi avoir, en plus des architectes, on pousse à renforcer les architectes, mais il faut avoir des gens capables de faire de la modélisation. C'est un métier en soi, hein, quelque part. Donc, il faut recruter, former et déployer. Et puis, il faut des gens en support informatique au plus près des équipes. Toutes ces approches sont vraiment très collaboratives. Hein. On a vu avec le MBSE, la simulation aussi, ça permet de se projeter très tôt dans la conduite du système. Donc, c'est très transverse et ça vient challenger beaucoup les gens aussi. Toutes les méthodes d'ingénierie système que l'on déploie sont d'emblée harmonisées, je dirais, au travers des régions. Donc, ça, c'est un facteur d'intégration pour l'entreprise assez fort. Il y a néanmoins des facteurs un peu de rejet. Hein. Les gens, quand on leur parle justement de Capella, etc., ou de choses qui ont été développées ailleurs et qui sont assez puissantes, hein, les gens ont un peu de mal à comprendre que ça s'applique aussi chez eux et qu'ils peuvent se l'approprier. Voilà. Après, il y a le problème classique de disponibilité des équipes, mais qui est réel. Hein, quand on a des dizaines et des centaines de postes vacants dans l'entreprise, ça veut dire que les équipes en place ont du mal à tenir le rythme sur les projets. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est aussi une surface d'échange réduite pour faire cette transformation. Voilà, donc il faut persévérer, mais on voit au fur et à mesure que les pilotes et les applications dans des projets réels se multiplient, que l'enthousiasme des équipes se développe effectivement. Et puis, petit à petit, on voit aussi se matérialiser cet effet que je mentionnais un petit peu, que certaines de ces pratiques sont un support à l'innovation. Donc là, on n'a pas détaillé, mais donc notamment sur des sujets d'exploration d'architecture.
Donc, on travaille avec une start-up qui s'appelle Gili et qui propose ce type de service. Donc, ça, c'est assez percutant, je dirais, puisque ça vient remettre en cause des idées reçues et proposer des solutions d'architecture que les gens n'avaient pas retenues. Voilà. Très bien, merci Philippe, merci beaucoup pour la présentation. Je vous propose de passer tout de suite aux questions-réponses. Alors, assez synthétique, hein, il nous reste que quelques minutes. D'abord, les modèles MBSE peuvent également permettre de la vérification précoce par de la pseudo-simulation fonctionnelle. Avez-vous exploré cet axe? Alors, on y vient petit à petit, mais oui, enfin, ça ne fait pas de simulation dynamique pour ce qu'on a vu nous. Donc, après, c'est plus un couplage vers les simulateurs. Mais donc, ça progresse aussi en parallèle, mais on n'est pas encore arrivé. D'accord. Pour le MBSE, vous orientez-vous vers une réalisation des modèles par les ingénieurs métiers eux-mêmes ou un binôme ingénieur-métier-modeleur? Alors, il y a les deux cas, hein. Enfin, l'idéal, quelque part, c'est que l'architecte soit capable de faire ça lui-même, parce que ça ira plus vite. Mais pour des gens moins à l'aise avec les outils, etc., c'est aussi une très bonne formule que d'adjoindre à l'architecte un ingénieur un peu plus junior qui va, lui, prendre en charge la manipulation de l'outil, etc., faire le modèle, et en même temps se former. C'est-à-dire qu'il va apprendre au contact de l'architecte qu'est-ce que ça veut dire, et ça va être un parcours de formation très, très efficace. Alors, je vais vous poser 2-3 questions en même temps autour des fournisseurs. Avez-vous déjà des outils en usine étendue? Comment intégrer les petits fournisseurs et partenaires dans la démarche de pratique outillée? Et quel est l'impact pour les fournisseurs d'équipements dans le cadre du contrôle commande? Alors, on n'a pas encore beaucoup abordé cette partie-là, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a beaucoup à faire chez nous déjà. Et puis en amont, j'ai évoqué ça, on met quand même de l'énergie à essayer de développer des actions sur les données d'entrée en amont, donc assez peu avec les fournisseurs, mais quand même, alors c'est un gros fournisseur, on va dire, puisque là récemment, on a eu l'occasion de racheter Rolls-Royce Civil Nucléaire à Grenoble, hein, donc qui est fournisseur du contrôle commande historique sur le parc français, et donc qui est un fournisseur pour nous quand on fait de la modernisation des systèmes de contrôle commande sur le parc. Et donc là, on voit bien qu'on peut déployer, par exemple, le MBSE de celui que l'on fait chez nous, alimentent leurs activités de conception. Donc ça, on n'a pas encore mis en place les choses, mais on est encore en découverte un peu mutuelle des deux entreprises, mais on voit bien le potentiel et là, il y a un projet qui commence sur lequel on va effectivement, nous, faire un modèle en conception préliminaire et qui leur sera fourni, puisque maintenant, c'est d'autant plus facile que nous sommes la même entreprise, mais on verra bien l'utilité du modèle dans la transition entre basic design et detail design. Avez-vous établi une continuité numérique, notamment entre les outils MBSE et par exemple les outils Early Validation type LVS? Alors, ce n'est pas encore fait, mais ça progresse. Donc, on a plusieurs. Enfin, c'est pas immédiat, mais donc on a déjà quelques étapes dans cette. Voilà, mais ça avance un petit peu. Quels outils utilisez-vous pour supporter et implémenter votre démarche MBSE? Donc, c'est Capella essentiellement, donc Capella qui embarque la méthode Arcadia. Voilà, donc c'est essentiellement Capella. Pour la partie gestion de la variabilité, enfin, et modélisation de la variabilité, il y a une extension qui s'appelle Pure Variance. Donc, on utilise ça, mais c'est directement couplé à Capella. Donc, c'est un couplage intelligent qui fait. Donc, ça, c'est bien parce que c'est un outillage un peu léger, quelque part, mais qui est quand même très fin. Et donc, c'est bien parce que ça nous fait un bon support facile d'accès pour améliorer la conception, notamment en termes de standardisation, modularité. Et après, on pourra gérer ces choses-là dans le PLM à mesure qu'il sera déployé. Peut-on faire de l'ingénierie système sans PLM?
En fait, dans la mesure où le PLM est long à devenir, oui, forcément, parce que, et puis de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. L'apprentissage du SE peut se faire avec toutes les autres approches qu'on a évoquées, là, enfin, même en simplifiant sur l'ingénierie des exigences, l'architecture, les MBSE et tous les gestes de vérification précoce à base de simulation. Donc tout ça, ça peut se faire sans PLM. Mais le PLM offre un environnement collaboratif important qui petit à petit intègre l'ensemble et puis cadence la gestion de configuration aussi sur le cycle de vie, d'accord? Alors que là, les autres gestes, on était centrés sur le développement du système, alors que le PLM va essayer d'accompagner sur le cycle de vie. Et la dernière question, la méthodologie de développement que vous présentez se rapproche en fait de la méthodologie itérative, voire agile. Est-ce une tendance pour le MBSE? Est-ce une cible? Oui, je pense que c'est une tendance. Après, nous, on n'en fait pas une cible en tant que telle parce on est très occupé à essayer de progresser dans ces voies-là. Donc, on ne cherche pas à décoder, à savoir si c'est vraiment ça qui est en train de se faire. Mais oui, je pense que c'est un peu le cas quand même, oui, bien sûr. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Vous allez tout de suite avoir un questionnaire, un sondage à répondre avant de partir, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais bien sûr remercier tous les intervenants, mais aussi tous les participants qui ont posé des questions et ça a fait la richesse de l'événement. Je vous rappelle que la prochaine édition aura lieu le 1er décembre sur le thème vers l'optimisation de la chaîne logistique, achat, approvisionnement, distribution, agilité, robustesse et résilience. Je vous rappelle aussi que s'il n'y a que 3 matinales, c'est parce que nous avons les journées index les 18 et 19 octobre. Vous aurez aussi des invitations par la SFEN et le GIFEN. Donc n'hésitez pas à répondre tout de suite au sondage qui est accessible dès le module Slido. Un replay sur les matinales du numérique sera disponible sur la chaîne YouTube du GIFEN et de la SFEN dans les prochains jours. Et vous recevrez également un lien de téléchargement. Un grand merci à tous. Merci de remplir le petit sondage avant de partir et rendez-vous à tous le 1er décembre. Au revoir.